Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro mensuel de votre magazine avec le diocèse de Nice et RCF Nice Côte d'Azur. Au sommaire de cette émission, l'actualité du diocèse et la période de l'Avent bien sûr, mais aussi un retour sur la journée Fratelli, vous l'entendrez. Également dans ce numéro ce mois-ci, notre invitée est chef d'établissement, elle participe à des sessions de formation pour les nouveaux enseignants du privé sous contrat. Sophie Rahil est dans le studio de RCF Nice Côte d'Azur et du diocèse de Nice tout à l'heure dans le fauteuil bleu. Et puis en fin d'émission, vous en avez l'habitude bien sûr, votre rendez-vous avec l'agenda. Dans l'actualité de votre diocèse, la journée Fratelli a eu lieu le 13 novembre dernier dans les paroisses aux quatre coins du département. C'était le cas dans la Roya, c'était le cas également au Canet. Et puis à Menton qui a justement organisé une journée table ouverte. Il y avait une soixantaine de participants. Un témoignage du père Régis Payon, de Marélis Rocarmas et de Philomena Gutiérrez, curé et membre de la paroisse Notre-Dame des Rencontres, sur cette table ouverte justement qui était organisée au Sacré-Cœur de Menton. Très heureux parce que c'est beaucoup les paroissiens qui sont mobilisés. Le curé, il permet à l'origine, mais c'est en appelant vraiment des bénévoles et des paroissiens qui l'ont pris à bras-le-corps, notamment les relais du Sacré-Cœur, et puis de faire le lien avec le Secours catholique. Cette paroisse, elle s'organise de manière à ouvrir ses portes, afin d'ouvrir les cœurs aux personnes et de faire sentir les gens la véritable communion et la véritable envie qu'on a de faire venir les gens à notre paroisse. Et pas qu'à la paroisse, le but c'est de les faire venir à Dieu, à notre Seigneur, à notre Église, et de faire voir autre chose que la pluie qui tombe aujourd'hui. Voilà. Oui, vraiment très heureux de cette initiative et qui est à reproduire. Chers amis, je viens vous souhaiter un beau temps de l'Avent, un temps de préparation intérieure, spirituelle à la fête de Noël. Monseigneur No s'adresse à nous dans une vidéo de 59 secondes. L'évêque de Nice a rappelé le sens de l'Avent, un temps de préparation intérieure et spirituelle pour aller jusqu'à la Nativité. Pour son premier message de l'Avent dans le diocèse de Nice, Monseigneur Jean-Philippe No explique pourquoi l'Avent est un temps de grâce pour les chrétiens. Deux figures sont également mises en avant, Saint Jean-Baptiste et la Vierge Marie. La vidéo est disponible sur le site internet du diocèse de Nice et il est encore temps, si vous ne l'avez pas fait, de vous inscrire pour le calendrier en ligne du diocèse qui propose notamment tous les jours par mail des moments ludiques et spirituels pour se préparer à Noël. Vous pouvez vous inscrire sur nice.tempsdelavent.fr. C'est une exposition qui nous renvoie à un moment important de l'histoire du diocèse de Nice au XXe siècle. Chez nous, Soyez Reine est à voir au centre diocésain d'art sacré. 8 couronnements, 5 fêtes mariales. Nice est à part en ce XXe siècle et les cérémonies y sont grandioses avec des milliers de fidèles qui y assistent. Cette histoire, elle est singulière. Gilles Bouis, commissaire de l'exposition, nous explique pourquoi est-ce que l'on couronnait les vierges. Les couronnements de vierges au XXe siècle avaient été une des particularités du diocèse de Nice. Et donc c'est à partir de cette idée que j'ai commencé à chercher dans les sources, à la fois des archives, mais aussi des représentations iconographiques, comment le diocèse de Nice, au XXe siècle, avait couronné ses statues de vierges, à la fois dans tous les sanctuaires, que ce soit dans le pays niçois, évidemment, mais aussi dans la Provence orientale. En fait, on couronnait les statues de vierges pour leur donner un nouvel élan pastoral, puisque après les couronnements, on se rend compte que les gens retournent en pèlerinage régulièrement dans les paroisses ou en famille pour aller vénérer la Vierge locale. Le centre diocésain d'art sacré, c'est au 7 rue Charles Péguy à Nice. C'est un moment exceptionnel pour une commune. Une cloche a été bénie, c'était le 19 novembre dernier, c'était à Belvédère. Zéphirine Jeannette, c'est son nom. Elle rythme désormais la vie des habitants dans le clocher de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Et puis, Monseigneur Jean-Philippe No, évêque de Nice, a ordonné Guillaume Charbonneau comme diacre en vue du sacerdoce. C'était le 7 décembre dernier. Une ordination qui a eu lieu en la chapelle Sainte-Rita dans le Vieux-Nice. Un partenariat pour terminer avec RCF Nice Côte d'Azur. La chorale du Vœu à Nice va chanter à l'antenne de la radio 3 chants de Noël. Ils ont été enregistrés, ils seront diffusés régulièrement jusqu'au jour de Noël le 25 décembre.
Tout de suite, place à notre invité. Notre invitée aujourd'hui est Sophie Rahil, chef d'établissement à Regina Coeli à Nice. Bonjour. Bonjour Sévlane. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors pour commencer, présentez-vous. Vous êtes aujourd'hui donc la chef d'établissement de ce lieu connu des petits Niçois et des petites Niçoises puisque c'est un établissement scolaire. Oui, je suis donc chef d'établissement d'une école primaire sous contrat d'association, école catholique, constituée de 16 classes avec un dispositif Ulysse-École, rebaptisé la classe des Petits Princes. Donc nous avons 462 élèves, 18 professeurs des écoles et une vingtaine de salariés au GEC, c'est-à-dire salariés par l'organisme de gestion de l'école. Comment vous êtes devenu chef d'établissement ? J'ai d'abord été professeur des écoles, comme tous mes collègues. Et puis j'avais ce qu'on appelle la délégation de pouvoir, c'est-à-dire qu'en l'absence du chef d'établissement, je pouvais prendre certaines décisions ou solutionner quelques petites problématiques. Et ma chef d'établissement est tombée malade. J'ai été directrice intérimaire pendant une petite année, avant d'être nommée chef d'établissement l'année qui a suivi, c'est-à-dire le 1er septembre 2011. C'est pas un hasard chez vous, l'enseignement privé sous contrat? Non. Vous en venez vous-même? Oui. J'ai fait toute ma scolarité, de la petite section jusqu'au bac, dans un établissement mariste, en région parisienne. C'était le Rosaire et Notre-Dame de Bury. Et j'y ai été particulièrement heureuse. Pourquoi? Alors, d'une part, l'environnement était juste incroyable et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ici. On avait la chance d'avoir un parc avec un environnement donc boisé. Il y avait des animaux parce qu'il y avait une sœur qui s'appelait Sœur Anne-Marie qui pensait qu'une des façons de nous apprendre à grandir et à respecter les autres, c'était notamment de nous occuper des animaux. On était donc responsables. Il y avait des poneys, un âne, des chèvres. Il y avait des naissances tous les ans. Et c'était nous, les enfants, qui étions responsables, en fait, de ces animaux. Donc on organisait des fêtes des animaux où on vendait des jouets, des gâteaux, pour subvenir aux besoins de ces animaux. Et puis, indépendamment de ce cadre, qui était quand même assez idyllique, un accompagnement de par les enseignants, une fraternité, un bien-être au quotidien. J'ai donc été particulièrement heureuse. Et c'est pour ça que j'ai choisi ensuite d'enseigner au sein d'un établissement catholique. C'est ce qui explique aujourd'hui le succès des établissements catholiques? Parce que le nombre d'inscriptions aujourd'hui est en hausse et il faut s'y prendre à l'avance. Oui, c'est un crève-cœur d'ailleurs, les inscriptions. C'est un crève-cœur parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Alors je reste très attachée à notre système d'enseignement public et aux écoles publiques laïques. Et il est vrai que dans nos établissements, mais enfin, je pense que c'est une réalité dans tous les établissements, hein. On est là pour les élèves, mais dans le public aussi. Mais peut-être que dans nos établissements, il y a une dimension un petit peu plus axée sur le bien-être des personnes au sens large. Peut-être aussi que dans les établissements privés sous contrat, parce qu'on a le statut de chef d'établissement, on est plus à même d'accompagner nos équipes enseignantes, de les valoriser, de les encourager, de travailler en partenariat étroit avec les familles, puisqu'on est vraiment dans cette coéducation, les parents restant les premiers éducateurs. Mais du coup, c'est vrai que, par exemple, je ne reçois pas un parent d'élève s'il n'a pas d'abord rencontré l'enseignant. Je suis très respectueuse de l'autorité de l'enseignant et du fait que c'est lui qui a un enfant toute la journée, pas moi. Donc les parents savent que le premier référent, c'est l'enseignant. Et ensuite, moi, je suis prête à recevoir tout le monde et à nous réunir autour de la table pour trouver des solutions. Mais je ne pense pas qu'il faille nous opposer, public et privé, ce contrat. Mais dans le privé, il y a une dimension aussi spirituelle et le fait que nous avons le droit, nous, de parler de Dieu. On a le droit de croire, on a le droit de ne pas croire, mais ça n'est pas un sujet tabou. J'ai le sentiment qu'il y a une plus grande liberté, peut-être, d'expression, de partage sur nos différences, sur ce qui nous réunit aussi et nous rapproche. Et peut-être que ça fait une particularité ou une richesse supplémentaire. Une journée, à quoi ressemble-t-elle? Une journée de chef d'établissement?
Oula, c'est dense. C'est dense. Une journée de chef d'établissement, c'est une journée de sollicitation perpétuelle. C'est-à-dire qu'on peut à la fois être amené à solutionner une problématique parce qu'il y a un absent, écouter un professeur qui rencontre des difficultés avec un élève à besoin particulier, entendre une famille qui est dans une souffrance parce qu'il y a eu un décès ou parce qu'il y a eu une séparation. C'est échanger avec différents spécialistes autour d'enfants à besoins particuliers. C'est régler des problèmes de plomberie. C'est être à l'écoute. C'est répondre aux injonctions ministérielles, des instructions officielles, des sondages, des enquêtes. Il y a de plus en plus de paperasse et c'est un petit peu chronophage. Ce qui doit rester la priorité parce qu'en fait, un chef d'établissement n'a jamais fini. C'est-à-dire que comme on est constamment dérangé, que ce soit par le téléphone ou parce qu'on frappe à la porte, c'est difficile d'aller au bout d'une tâche. Par contre, la priorité, à mon sens, en tout cas, c'est l'humain. Alors, on a parfois l'impression de perdre un petit peu de temps, mais en fait, non. On doit rester dans l'accueil pour écouter, pour réconforter, pour rassurer, pour valoriser. Et c'est ce qui fait la richesse de mon métier, je crois. Vous avez eu une formation par rapport à ce métier? Alors oui, j'ai passé un diplôme de dirigeant des organisations d'enseignement ou de formation. C'est une formation qui se passe sur 2 ans. Et au premier degré, on la vit en même temps qu'on est en poste. Ce qui n'est pas forcément évident, alors que second degré, ils peuvent la faire par anticipation. Mais oui, on passe un diplôme de dirigeant supplémentaire où on va apprendre à gérer l'immobilier, le financier, les ressources humaines, la dimension pastorale, tout ce qui incombe en fait au chef d'établissement. Alors justement, le père Jean-Louis Gazaniga est délégué épiscopal à la vie religieuse. Il nous parle justement des sessions de formation qui se font pour les nouveaux enseignants privés sous contrat parce qu'eux aussi sont formés. On va l'écouter et on en parle juste après avec vous. Ils ont d'abord une formation, j'allais dire, technique. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement catholique? Qu'est-ce que c'est qu'un établissement catholique? Etc. Et puis, ils ont un certain nombre de formations, par exemple sur l'histoire, sur la foi. Qu'est-ce que la foi d'un chrétien? Parmi les professeurs, il y en a peut-être qui ne partagent pas la foi des chrétiens. Il est important de leur dire ce qu'est la foi des chrétiens. Et puis, quelques grands thèmes qu'ils vont rencontrer. Par exemple, la vocation éducative de l'Église dans les siècles passés. L'enseignement social de l'Église, et puis également ce thème qui est récurrent, qui est celui de la laïcité. Et loin de tous les fantasmes qui tournent autour du mot de laïcité, voir l'histoire qui, elle, est beaucoup plus large, qui est celle des rapports entre l'Église et l'État, entre le temporel et le spirituel, comme on disait autrefois, ça permet d'aborder le sujet sans polémique, dans le calme et dans un fondement peut-être plus important et plus sérieux que le fondement, j'allais dire, bassement politique de la question. Sophie Rahil, voilà ces mots du père Jean-Louis Gazaniga. Ce sont justement des moments qui rythment les établissements privés sous contrat par rapport aux établissements publics et pour lesquels, j'imagine, il y a des formations qui se font autant pour les chefs d'établissement que pour les professeurs. Absolument. On a été sollicité en fait par la direction diocésaine, par Philippe Panarello et Valérie Marmois, qui nous ont demandé de participer à ces modules spécifiques à l'enseignement que nous animons en fait avec 2 autres chefs d'établissement. Donc il y a Pierrine Libersani, chef d'établissement à Nazareth, et Jean-Pierre Grondard, chef d'établissement à Blanche de Castille. On s'associe donc à ces temps, à ces modules spécifiques. On ne s'érige pas là ni en connaisseur, ni en formateur. On est vraiment là pour accompagner ces jeunes et moins jeunes, puisqu'il y en a vraiment de tout âge. L'objectif étant d'être dans une réflexion, dans de l'animation en fait, dans un questionnement et dans ce besoin de leur faire prendre conscience qu'on forme une communauté. Et ce sont des temps vraiment riches
parce que les enseignants en fait sont mélangés, il y a du premier degré et du second degré. Et puis après, on a l'expertise de formateurs ou d'individus comme Jean-Louis Gazzaniga qui vont apporter, eux, tout l'aspect intellectuel, spirituel, théologique, qui va du coup éclairer au sens large les futurs enseignants. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'on leur apprend justement dans ces formations aux enseignants à raconter aussi à des enfants, à des tout-petits qui ne sont pas forcément dans un environnement aussi catholique par leur famille, que ça existe aussi quand ils sont par exemple inscrits et qui découvrent en même temps la foi? Alors en fait, dans ces modules-là, on ne s'inscrit pas dans cet aspect-là. La différence qu'il y a aussi, c'est qu'au premier degré, un enseignant peut être amené effectivement à prendre en charge l'éveil à la foi, voire même le catéchisme. Ça reste un choix délibéré, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une 27e heure, qui n'est pas financée, qui n'est pas rétribuée par l'État. C'est pour ça que là, l'enseignant est libre, le professeur des écoles est libre de l'accepter ou non. C'est pas sur ces modules-là qu'on travaille cet aspect-là, mais on leur explique effectivement qu'ils ont le droit ou non d'exercer cet enseignement. C'est assez particulier. C'est vrai qu'on a la chance aussi maintenant, même au premier degré, d'avoir des animatrices ou des adjointes en pastoral, ce qu'on n'avait pas avant. On en avait au second degré, mais pas au premier degré. Ce qui fait que si jamais l'enseignant ne se sent pas à l'aise, parce qu'il peut aussi être croyant d'ailleurs, il peut avoir la foi, mais ne pas se sentir en capacité de prendre en charge l'éveil à la foi ou le caté avec des enfants. C'est particulier de parler à des enfants de maternelle ou à des enfants élémentaires, ça ne s'improvise pas. Et au second degré, c'est plutôt sous l'aspect fait religieux, entrée par la culture ou par l'art. Mais ce n'est pas sur ces modules-là qu'on va travailler ces questions-là. Là, on est vraiment sur des modules plus spécifiques sur notre caractère propre, sur l'anthropologie chrétienne, sur la doctrine sociale de l'Église, sur la laïcité. On est sur des sujets plus vastes. Sur la laïcité, par exemple, quels sont les outils qui sont donnés? On part du statut. On part évidemment de l'enseignement que Jean-Louis Gazzaniga a pu faire, donc de l'histoire de la laïcité qui n'est pas nouvelle, qui s'inscrit en fait sur des années, voire quelques siècles. Donc on essaye de sortir de certaines représentations et de ce discours parfois un petit peu excessif, puisqu'on a parfois l'impression que la laïcité, ça s'apparenterait à quelque chose qui serait de l'ordre de l'anti-religieux, alors qu'en fait, ça n'est pas ça du tout. C'est la liberté de conscience, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. En tout cas, de ne pas faire de prosélytisme, ça c'est une réalité. Mais de pouvoir vivre sa religion en conscience, sans chercher à l'imposer et sans non plus avoir à la cacher. Donc, bien sûr, on a un devoir de neutralité en tant qu'enseignant, mais dans l'enseignement catholique, on a cette grande richesse de pouvoir échanger. Cette formation, elle dure combien de temps ? Les modules de l'enseignement, on a 4 sessions, me semble-t-il, par an, de plusieurs demi-journées. Et à la fin, on essaye de vivre un temps fort, avec une visite notamment des églises baroques du Vieux-Nice et un temps de vivre ensemble et de partage. Alors, vous avez donné tout à l'heure aussi, en début de cette interview, une des spécificités de votre établissement, Regina Celi, dont vous êtes la chef d'établissement. Il y a une classe Ulysse. C'est quoi une classe Ulysse, pour commencer ? Alors, je vais chipoter un peu sur la terminologie. Ce n'est pas une classe, c'est un dispositif. Un dispositif, Ulysse. Oui, ça veut dire en fait que le dispositif a été rebaptisé la classe des Petits Princes. Donc on peut m'accuser de discrimination positive et je l'accepte avec plaisir et je l'assume. C'est donc les enfants qui bénéficient du dispositif sont d'abord inscrits dans leur classe de référence, classe d'âge. Et ils bénéficient du dispositif pour travailler avec une enseignante qui est spécialisée, qui est assistée de ce qu'on appelle un accompagnant d'élèves en situation de handicap et qui va pouvoir viser les apprentissages fondamentaux avec davantage de manipulation et de passage par le concret pour arriver à une certaine abstraction. Ça veut dire que, autant que faire se peut, nos petits princes sont dans leur classe de référence.
Après, on n'est pas dans un monde idéal. Donc les textes nous disent qu'ils devraient être le plus longtemps ou le plus possible dans leur classe de référence, mais en fonction de leurs troubles ou de leur pathologie, ça peut être source d'une trop grande angoisse, en fait, ce serait contre-productif. Mais l'objectif pour nous, en fait, il est double. C'était d'abord de pouvoir accueillir des petits princes, donc des enfants extraordinaires au sein d'ordinaire. De les accueillir parce qu'il y a déjà de la souffrance, parce qu'il y a déjà eu de l'échec, du rejet. C'est d'accompagner les familles qui ont fait un long parcours d'acceptation pour accepter la différence de leurs petits. Mais c'est aussi la possibilité d'ouvrir en fait les cœurs et les esprits de nos élèves qui sont plus spontanés que nous ne le sommes, qui sont davantage dans l'accueil de l'autre, même s'il est différent, surtout quand on le leur explique. Ils acceptent très facilement en fait que le traitement ne soit pas le même, qu'ils aient plus de droits à partir du moment où on leur explique ce que c'est que d'être trisomique, ce que c'est que d'avoir une dysphasie, ce que c'est que d'être dans le syndrome autistique. Il faut le leur expliquer. Et du coup, il y a un vrai travail de partenariat entre nos élèves. Et on essaye d'organiser une fois par an ce qu'on appelle la journée des différences, où en fait il n'y a plus classe au sens ordinaire du terme, où on démultiplie des ateliers qui vont être très très différents les uns des autres. Donc on peut travailler effectivement, on avait une association qui venait par exemple donc, de trisomie 21, où des individus porteurs de trisomie venaient expliquer ce que c'était que la trisomie. On travaillait aussi sur les troubles spécifiques des apprentissages pour que les enfants appréhendent en fait ce que c'est par exemple que d'être dyspraxique ou dysgraphique. On allait leur mettre un gros gant, on va leur demander d'écrire pour qu'ils essayent de mesurer la complexité que c'est pour un enfant atteint de ce trouble d'écrire. Donc on essaye de passer par le corps et le vécu pour qu'ils appréhendent les choses. Et là, ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Il y a une compréhension. C'est comme si je vous demandais de lire un texte en fait en français. Sauf que je vais enlever toutes les césures, c'est-à-dire que les mots ne vont plus être séparés, ils vont être tous accrochés. Et je peux vous l'écrire par exemple de droite à gauche et je vais vous demander de lire. Ça va vous demander un effort extrêmement coûteux intellectuellement. Ce qui explique que les 10 mettent du temps à lire et qu'ils aient besoin aussi d'un temps supplémentaire de traitement de l'information. C'est pas qu'ils sont moins intelligents, c'est que leur cerveau traite les informations différemment. Et du coup, pendant ces ateliers, donc on va travailler sur les intelligences multiples, sur les capacités motrices, qui ne sont pas toutes les mêmes. Il va y avoir une association de tandem où on a une association qui fait faire du vélo en fait aux non-voyants. Donc ils les portent sur les tandems. Donc on bande les yeux de nos enfants en fait, pour qu'ils se rendent compte ce que c'est que de ne plus avoir de repères visuels, de devoir faire confiance à l'autre. On avait aussi une association où on les met en fauteuil roulant et on leur fait faire des activités sportives. On essaye un petit peu voilà, de leur permettre de se déplacer, de changer de point de vue, de mieux appréhender la différence de l'autre. On va travailler aussi sur la différence en termes de religion, sur des ateliers intergénérationnels, sur des parents qui vont venir exposer leurs us et coutumes parce qu'ils viennent d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment une journée où on essaye de voir toutes les formes de différence et on essaye d'appréhender le fait que même si on a la même religion, la même couleur et qu'on vient du même pays, on est différent de fait en termes de capacité et d'attitude et que ces différences font une richesse pour chacun d'entre nous. L'établissement que vous dirigez, Regina Celi, est actuellement aussi dans l'actualité parce que vous avez inauguré un nouveau bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là aussi ? C'était un beau projet qui vient d'être juste finalisé. Donc, il nous manquait un espace classe, puisque j'avais eu une ouverture de classe de maternelle en septembre 2020. Et il nous manquait aussi un espace qui me semble très important, c'est un gymnase. Parce qu'on n'est pas qu'un esprit, on est aussi un corps. Et qu'on doit développer l'individu dans toutes ses dimensions et dans toutes ses facettes. Donc, on a construit des locaux, donc un bâtiment supplémentaire de 900 mètres carrés, avec 6 nouveaux espaces classes, avec une salle polyvalente pour développer la motricité, mais aussi le théâtre, l'oralisation, et un grand gymnase dans la cour. Et l'originalité de ces structures, c'est qu'elles sont en bois écolo, en bois qui est non seulement un très bon agent thermique, qui absorbe le CO2, même quand le bois est coupé,
qui est un matériau renouvelable. Mais en plus, il a été démontré que ça avait une action apaisante sur l'organisme humain, en fait. Ça permet une meilleure concentration, une meilleure attention. C'est un anti-stress, ça diminue le rythme cardiaque et la pression artérielle. Et ça développe même les défenses immunitaires. Vous avez l'établissement parfait. Pas encore, on est toujours en chemin, on n'a jamais terminé. Mais je suis en phase avec Laudato Si. Et je crois fondamentalement qu'on doit opérer une conversion de nos cœurs, de nos intelligences et de nos modes de vie. Et ça passe par une certaine exemplarité. Merci Sophie Rahil, chef d'établissement à Regina Coeli. C'est à Nice d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce JVD et vitamine C. Tout de suite, prenez note puisque nous allons vous proposer les dates importantes du mois de décembre. Dans votre agenda ce mois-ci, rendez-vous le 11 décembre prochain au Sanctuaire de la Garoupe de 10h à 18h pour le marché de Noël solidaire. Une vente caritative par et pour des associations. Il y aura également des ateliers à 16h. Ce sera bricolage de Noël et blé de la Sainte-Barbe. À 17h, un concert de Noël avec l'harmonie municipale de Biot. Et à 18h, l'inauguration du chemin des crèches. Une vente de sapins de Noël est également organisée au profit des jeunes de l'aumônerie. La paroisse Saint-Luc du Doyenné de Nice-Ouest propose une conférence jeudi 15 décembre. Ce sera à 19h15 à l'église Sainte-Hélène de Nice. Ce sera sur le thème « Le Verbe s'est fait chair » et c'est animé par le chanoine Philippe Assot. Et puis les horaires des veillées de Noël et des messes sont à retrouver comme chaque année bien sûr sur nice.catholique.fr. Vous les aurez toutes avec l'heure, la date et bien sûr le lieu. Voilà pour cet agenda. C'est terminé pour ce numéro du mois de décembre. On vous souhaite bien sûr de joyeuses fêtes. Et d'ici là, on se retrouve en janvier. Merci à la réalisation. Ce sera José Garcia pour le diocèse de Nice. Cette interview et bien sûr cette émission sont toutes à retrouver en replay sur rcf.fr également et sur nice.catholique.fr.